Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 24 février 2026, il est presque 10 heures. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire du mardi, le Market Review, le fameux. Je pense que ça va aller assez vite aujourd'hui parce que, en gros, les informations que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui viennent pas mal résonner avec celles que je vous ai données la semaine dernière. On va regarder un petit peu, pas dans les détails, mais dans les grandes lignes, ce que nous indique le dernier rapport du COT. Je rappelle que ce rapport, il est disponible dans les salons VIP du Trône, également sur mon groupe Telegram privé, où là, vous avez vraiment tous les détails, toutes les datas que vous pouvez consulter, que vous pouvez croiser vous-même. Là, je vais juste vous donner les grandes lignes de ce qui me paraît important à développer. On va regarder également les catégories d'assets qu'on regarde d'habitude, donc c'est-à-dire le dollar, les indices, l'or, et le Bitcoin. Mais avant de commencer, j'ai quand même une petite info importante à vous donner, c'est que il y a eu hier une mise à jour quand même assez importante sur Good Crypto, qu'ils ont annoncé sur leur compte X, également sur Telegram. J'ai bien épluché toutes les informations qui ont été données. Évidemment, j'ai installé cette mise à jour et comme je suis ambassadeur francophone de cette application, je vous ferai une vidéo détaillée de toutes les nouvelles avancées de cette mise à jour et il y en a qui sont vraiment importantes. Donc je pense publier ça d'ici la fin de la semaine. Si jamais vous voulez être tenu informé de la sortie de cette vidéo, évidemment, vous savez quoi faire, hein. Vous vous abonnez si c'est pas déjà fait, vous activez la cloche des notifications et comme ça, vous serez prévenu de la sortie de cette vidéo avant même que je l'ai publiée sur les réseaux. Donc, la question à $1 million, c'est où en est-on? Et alors, pour faire un peu une petite blague, j'ai publié hier une petite mise à jour sur le groupe du salon VIP où j'indiquais, voilà, la fête bat son plein chez notre copain dollar, il ne manque plus que la boule à facettes et un bon vieux disco. Voilà où on en était hier et voilà la zone que j'avais déjà identifiée la semaine dernière, sur laquelle je m'attendais à un retest et on est en plein dedans et voilà ce qui est en train de se passer. C'est un combat de titans entre des forces vendeuses, des forces acheteuses et donc ça je l'ai publié hier et si vous regardez bien, si je me mets dans la même unité de temps, on est toujours dedans. Là, le dollar, il est en train de travailler cette zone de façon assez assidue, j'ai envie de dire. Alors ici, on a quand même pas mal de confluence. On a ce fameux breaker que vous voyez ici. C'est cette dernière bougie baissière. On voit bien qu'il y a quand même une résistance. On a des forces qui s'opposent. Ce breaker baissier, mais on a également ici une zone qu'on pourrait facilement identifier si on met un volume profile. Deux zones à repricer. On a plus bas cette succession de NWOG, celui du 15 février, du 1er février, du 25 janvier. Ça fait beaucoup quand même. Et on voit que là, actuellement, on est dans la zone des NDOG non, ce sont des NWOG aussi, du 22 février et du 8 février. Donc on constate bien ici qu'il y a quand même des zones de tension. Et ce que montre, en restant sur le dollar, le dernier rapport COT, c'est qu'on est toujours un peu dans un contexte d'attaque coordonnée sur le dollar. On a déjà les taux à 10 ans, taux obligataires à 10 ans, qui confirment cette résistance qu'on a pu observer autour des 4,2-4,3%. Et que là, on voit que cette baisse constitue un appel d'air pour les liquidités qui tentent à être confirmées par ce que montre le M2, donc l'impression de la masse monétaire. Ce qu'on peut observer, si évidemment cet offset est respecté, c'est que ça tendrait à confirmer cette hypothèse d'un Q1 de consolidation. On peut appeler ça un round d'observation. On le voit bien. Pour l'instant, en tout cas, on voit que cet offset a été respecté. Là, je suis à plus 90 jours. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y aurait, a priori, quelque chose qui se prépare pour début de Q2. Vous voyez qu'au 1er avril, si je me mets dessus, là, je suis au 1er avril, voilà ce qu'on observe. Alors, c'est évidemment, c'est pas au jour près, mais ça pourrait indiquer que le marché nous prépare quelque chose. Si on suit vraiment la dynamique, notamment des quarterly shifts, il va cependant falloir faire très attention parce que là, on est quand même dans un trimestre de consolidation. Là maintenant, je pense qu'on peut l'acter. On est presque à la fin de Q1. On va attaquer le dernier mois de Q1, donc on a déjà entamé les 2 tiers du trimestre. En admettant qu'on ait une expansion haussière à Q2, cette expansion haussière constituerait un trimestre de manipulation, c'est-à-dire A, M, D et ensuite X. Donc il va falloir vraiment être très prudent. Moi je ne saurais trop conseiller à ceux qui sont engagés ici ou qui s'engagent sur ce premier trimestre à bien songer quand même à prendre des profits sur le trimestre à venir. Évidemment c'est compliqué de se projeter sur des périodes aussi longues, mais il y a quand même une dynamique historique qui montre que souvent ces cycles sont respectés. Donc voilà pour le dollar, et ça c'est également une dynamique qu'on peut voir confirmée sur les marchés futurs et notamment sur ce que nous montre le COT, sur l'engagement notamment institutionnel, c'est que même si on
peut observer ici un flux baissier, l'euro-dollar. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est actuellement en train de travailler comme son collatéral, un breaker, mais cette fois-ci, c'est un breaker haussier. On le voit ici, c'est cette bougie-là. Cette bougie verte, c'est la dernière bougie haussière de cet order block. On voit qu'il a échoué et qu'il constitue maintenant un breaker block haussier et que l'euro-dollar est également en train de travailler cette zone. Je rappelle, l'euro, c'est 57% de l'index DXY. Ensuite, on peut également regarder le dollar australien qui a une part importante dans cet index. On voit qu'on est également sur une dynamique qui est franchement haussière. Et là, je pense qu'il faut aller en 4 heures pour bien observer cette dynamique. Et ce qu'on peut constater également, c'est qu'ici, on a une grosse zone de relative equal high. Voilà. Ici. Donc là, on est clairement ici dans un contexte de market structure shift. Ceux qui connaissent le modèle, on voit bien ici se dessiner un market maker buy modèle. On voit bien cette dynamique et dont la vocation serait d'aller s'occuper des précédentes zones de consolidation. Donc là, on a quand même un influx haussier qui est assez manifeste sur le dollar australien. Si je regarde sur une autre paire importante dans le DXY, c'est qu'actuellement, le yen est en train de retravailler ici tout cet espace de displacement. Donc là, pareil, ici dans cette zone, on a vraiment quelque chose d'important à observer. Soit c'est juste un repricing et à ce moment-là, c'est pour aller s'occuper également de cette zone de relative equal high, soit sinon c'est pour aller plus bas. Mais sachant que l'impact du yen dans le DXY, il est quand même minime par rapport à celui de l'euro. Donc bon. Mais tout de même, ce qu'il faut quand même bien observer, c'est que cette dynamique ici, c'est quelque chose qu'on va retrouver évidemment sur les risk codes sous la forme d'une action du prix qui est très choppy. Très choppy, ça peut prendre plusieurs formes. Et ça, évidemment, ça va dépendre de quel time frame on va observer. Sur les time frames assez hauts, mais qui vont rester intraday, donc ça va être du 1 heure, du 4 heures, on va plutôt avoir tendance à observer ce genre de dynamique, c'est-à-dire une dynamique de compression. Vous pouvez regarder la plupart des assets, c'est ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ce qu'on peut observer. Si vous allez dans les plus petites unités, vous pourrez constater, et c'est flagrant sur les altcoins notamment, qu'on est plutôt actuellement engagé dans cette dynamique, qu'il a une dynamique de mégaphone, c'est-à-dire qu'on pose des points d'intérêt et le marché vient s'en occuper les uns après les autres, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Donc ça, c'est un environnement qui est stressant à plusieurs points de vue. Déjà, il y a la dynamique, il y a comment dire, l'aspect temporel de l'usure du temps. Il y a l'usure du prix, mais il y a également l'usure du temps. Et ça, c'est quelque chose qui met à rude épreuve la psychologie des traders. Et il y a également cette volonté du marché de ne pas laisser s'engager les intervenants trop longtemps. Alors, on a une petite parenthèse, mais on a une représentation qui est assez éloquente, par exemple, sur Solana. Vous voyez comment le marché, il compose des points d'intérêt qui sont quand même bien alléchants, des successions comme ça de relative equal high, de relative equal low, sur lequel le prix vient rebondir sans s'y attaquer vraiment. Et bien évidemment, ça piège beaucoup d'acheteurs, ça piège beaucoup de vendeurs. Et actuellement, je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs qui sont piégés. Et deuxième petite parenthèse d'ailleurs, c'est ce dont souffrent actuellement beaucoup nos algorithmes, parce que ils sont étudiés pour encaisser quand même pendant un certain temps ce genre d'environnement de marché, mais il faut pas non plus que ça dure des mois, parce que là du coup après ça vient ponctionner sur tous les bénéfices que ces algos ont fait par le passé. Donc pour l'instant on est dans une dynamique qui est pas très confortable en fait pour le trading algorithmique, ça c'est clair. Parenthèse fermée. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur les indices. Là, actuellement, c'est vrai que je regarde plutôt le SP500 et voilà la dynamique actuelle en daily. Et vous voyez bien comment l'action du prix nous montre parfaitement cet environnement choppy. On voit bien qu'il y a une tendance qui a du mal à se définir, en tout cas une tendance claire. On voit qu'on a une baisse de momentum ici, une divergence baissière qui est manifeste, mais comme sur le dollar, une opposition de force entre une dynamique haussière ici, qui perd clairement en momentum, mais également des forces qui empêchent le prix d'aller plus bas. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas y aller, mais ce que le dernier rapport cote, donc celui qui a été publié le 20 février, et qui est basé sur les déclarations du 17 février, donc de mardi dernier. On a toujours un petit décalage. Voilà ce que ça montre. Donc sur le SP500, on va aller voir un peu le détail, on va mettre les options et les futurs, et on va afficher les tables. Et donc ce qu'on peut observer ici, sur le dernier rapport du COT, c'est que les asset managers, ils conservent une position acheteuse énorme. On le voit ici, plus d'1 million de contrats ouverts. Donc là, ça s'accumule les futurs et les options. Donc là, on est quand même à 1 158 204 contrats ouverts, avec une très petite variation par rapport à la semaine dernière, mais qui est vraiment minime. Et qu'actuellement, ce sont eux qui soutiennent le prix. Ce sont eux qui soutiennent la tendance. Et tant qu'ils seront là, le prix, il aura beaucoup de mal à aller plus bas. Donc ça, c'est évidemment à mettre en relief avec les perspectives d'injection de liquidité. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le M2. Et donc, là, actuellement, la présence de ce mur de contrats institutionnels, ça suggère
dire que les probabilités, je parle bien de probabilité d'une correction violente à court terme, sont pour l'instant extrêmement contenues. Ils sont toujours là. D'autant que, faut pas oublier que le marché prend toujours le soin de donner tort à la majorité. Ce qu'on peut voir quand même du côté des retails, c'est qu'il y a quand même un certain nombre qui commencent à s'engager sur des positions short et qui ne croient plus à la hausse. Donc pour l'instant, on va dire que à défaut d'être face à une force haussière, on est en tout cas ici en train d'observer toute une catégorie de traders qui soutiennent ces zones. Ça reste évidemment un soutien fragile qui pourrait, si jamais il y avait un événement imprévu et que les asset managers se retiraient du jeu, ça pourrait évidemment avoir un effet assez violent. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Du côté de l'or, je vais pas trop m'attarder dessus parce que on est encore à l'heure actuelle, en tout cas, dans la même dynamique que celle que j'ai pu observer les semaines précédentes. C'est-à-dire que là, on a essentiellement des clôtures de position short qui viennent alimenter cette hausse, mais que on a un open interest qui est assez stable, voire même en légère baisse. Donc pour l'instant, cette hausse, elle n'est pas encore soutenue, ça va peut-être le devenir, mais par un ajout de liquidité. Donc il est possible que l'or aille faire de nouveaux plus hauts, et à ce moment-là, ça pourrait évidemment changer le sentiment des traders, mais en l'état, on peut observer ici, c'est ce que montre le rapport cote, que les fonds spéculatifs, ils ont légèrement réduit leur position acheteuse. La semaine dernière, c'était moins 2%, un peu moins de moins 2%. Et ils ont ici légèrement augmenté leur position vendeuse, presque plus 5%. Donc là, on peut pas dire que l'or montre des signes de retournement immédiat, mais quand même, la légère prise de bénéfice des professionnels invite à ne pas entrer de manière trop agressive à ces niveaux de prix. Ici, je suis pas en train de vous dire de revendre, de toute façon, je vous dis ni de vendre ni d'acheter, c'est pas mon but, je suis pas conseiller financier, mais par contre, si vous êtes engagé, moi, je vous invite quand même à être assez défensif et à remonter vos stops, parce que là, on commence à observer les conditions d'un peut-être rééquilibrage qui pourrait être un peu plus profond. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, les conditions sont en train de tout doucement se réunir. Et enfin, je vais terminer par ce qui, à mon avis, intéresse la majorité d'entre vous, c'est le Bitcoin. Et là, bon, force est de constater, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà la dynamique dans laquelle on est. Je change pas vraiment mon fusil d'épaule par rapport à ce que j'ai pu vous dire les semaines précédentes. On a ici, à mon avis, une zone d'intervention qui, je pense, se révélera être profitable pour ceux qui souhaitent s'y engager. Mais maintenant, de là à se dire bottom is in et le prix va nous faire une ligne droite vers des nouveaux plus hauts, non, ça j'y crois pas. Je pense qu'il va falloir vraiment beaucoup de temps pour que le marché réussisse à digérer cette baisse. Magnifique blow off top, on voit ce que le prix est actuellement en train de travailler, on voit qu'a priori on a une première zone, celle-ci, qui à mon avis va probablement nécessiter encore un peu de travail. On le voit bien ici avec ces deux mèches. Une mèche est une inefficience, faut pas l'oublier, c'est du même registre qu'un imbalance ou un fair value gap. C'est une zone de prix qui a été rapidement visitée, mais pas travailler. Et on voit que si le projet n'est pas suffisant, jusqu'aux 49 000 $, on a également encore des zones qui pourraient faire l'objet d'un retravail. Simplement, je me dis qu'à partir du moment où beaucoup de gens, que je peux voir sur X, commencent à appeler ces zones de prix, ça me rappelle quand même de nombreux épisodes par le passé où on était un peu dans ce sentiment et où, au final, ces prix n'avaient pas été revisités. Donc bon, faut toujours se méfier de ce qui a l'air couru d'avance, on va dire. En tout cas, sur le rapport cote, là on a également des informations qui sont très intéressantes. On peut déjà voir que malgré une baisse, ici les asset managers, ils sont quand même significativement et majoritairement orientés à la hausse avec presque 7000 contrats. Donc c'est quand même la grande majorité. Vous voyez qu'ici, il y a que 1000 contrats short ouverts, mais quand même 7000 contrats long ouverts. Et les spéculateurs, quant à eux, donc les leverage funds, eux, sont plutôt orientés à la baisse avec 13 000 contrats net short. On peut voir sur les flux ETF qu'on a eu le 20 février un afflux de 88 millions de $, mais le 29 février, suite à ces derniers mouvements de prix, on a eu beaucoup d'outflow. Donc là, pour l'instant, sur Bitcoin, ce sont des signaux faibles, mais ce qui pourrait avoir un impact massif sur l'action du prix, ce serait l'obligation de tous ces leverage funds de devoir racheter leur position vendeuse, ce qui pourrait évidemment avoir, sans qu'il y ait une augmentation de l'open interest, une force acheteuse par vase communicant en fait, et qui pourrait pousser le prix vers des zones plus hautes. Donc là, en l'occurrence, on voit bien qu'on a quand même ici d'importantes zones à retravailler. On le voit ici entre les 77 000 et les 83 000, notamment dans un premier temps, ce qui viendrait rentrer en confluence avec ici le retest de ce breaker bearish sur Bitcoin et également avec
ces deux NWOG ici, celui du 1er février et celui du 25 janvier. Voilà, on a ici une belle confluence que le marché pourrait être amené à retester si ces leverage funds se retrouvaient à devoir liquider leur position vendeuse sur ces zones-là. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est prématuré. Là, ici, moi, je vous parle pas d'intraday. En tant qu'investisseur, en tant que swing trader, je continue à penser que on est ici dans des zones où songer à se positionner, à mon avis, n'est pas une mauvaise idée. Ça pourrait être violent dans un sens ou dans un autre, donc ça peut également être très smart de placer des ordres, même des ordres qui vous paraissent complètement incohérents. Pourquoi pas? Je pense que ça serait pas du tout idiot. Mais ce qui serait également pas idiot du tout, c'est si c'est le cas, si ça va un peu plus bas et si ça remonte violemment, c'est quand même de songer à prendre des profits dans ces deux zones. Ça, pour moi, c'est évident. En tout cas, bon, là, tout ce que je vous montre, il faut quand même pas oublier que ça arrive dans un contexte manifeste d'expansion de liquidité. Donc ça, c'est quand même un terrain qu'il ne faut pas négliger parce que c'est un terrain important. Le Bitcoin, il présente une configuration asymétrique, à mon avis, assez intéressante ici sur ces zones. Mais il va falloir évidemment laisser au marché le temps de respirer. Ça, c'est important. Et il va falloir aussi bien s'accrocher les bollocks en tant que trader parce que il ne faut pas sous-estimer la force et l'impact de la capitulation temporelle. Donc il ne faut pas perdre patience, ça c'est vraiment important. Un trader doit être patient. Il est très rare, si on sait vraiment observer les signes que le marché nous donne, de passer complètement à côté d'un mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, si vous pariez à la baisse, c'est quand même très rare. Vous avez toujours, à un moment ou à un autre, le moyen de vous positionner pour attraper le flux. Donc ne rentrez pas dans ce piège qui est celui de vous dire c'est maintenant ou jamais. Non, c'est maintenant peut-être, mais il y aura bien d'autres moments où vous pourrez capturer un mouvement et en profiter. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que ça vous sera utile. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravi de vous lire et je vous dis à très vite.